Vous êtes de retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité, Valère Goïto, secrétaire général du ministère béninois de la Santé, ainsi que nos deux éditorialistes, Nadia Lamardi et Gratien Roukundikiza. Ouvrons sans plus attendre notre dossier du jour, axé sur l'assurance maladie au Bénin. Le régime d'assurance maladie universelle a été mis en œuvre le 18 mars 2013 au Bénin. Le gouvernement entend venir en aide aux populations les plus défavorisées. Alors quel bilan tiré près de 8 mois après la mise en place de ce programme? Élément de réponse avec ce reportage de Franck Noudofilin, notre correspondant au Bénin. Le régime d'assurance maladie universelle RAMU, c'est la nouvelle initiative des autorités béninoises pour régler les problèmes liés à la santé des populations. Lancé depuis le 19 décembre 2011, c'est le lundi 18 mars 2013 que le RAMU est entré dans sa phase opérationnelle. Aujourd'hui, en 2013, je peux garantir que le Bénin a démarré son régime d'assurance maladie. Nous avons commencé par délivrer les cartes pour l'assurance maladie dans notre pays. Tout a commencé en 2006, quelques mois après la cession du président Boni Yayi à la magistrature suprême. Les comptes nationaux de la santé avaient alors été réalisés sur instruction du gouvernement afin de voir l'état de la prise en charge sanitaire dans le pays. De par les résultats de ces études, il ressort que 52% des dépenses nationales de santé sont supportées par les ménages. C'est ainsi qu'en 2008, le gouvernement a pris la décision de garantir la couverture du risque maladie qui s'est matérialisée par la mise en place du régime d'assurance maladie universelle pour aider les populations, surtout celles en situation de précarité. Nous avons retenu une souscription de 1 000 francs par mois chez l'adulte et 1 000 francs par an chez l'enfant âgé de moins de 18 ans. Donc, cela nous fait 12 000 francs par an par adulte et 1 000 francs par an par enfant âgé de moins de 18 ans. Je pense que c'est accessible à la population, mais chemin faisant, nous allons évaluer et corriger éventuellement ce montant. La structure opérationnelle du régime d'assurance maladie universelle est l'ANAM, l'Agence nationale d'assurance maladie. 3 mois après la mise en place de la réforme, plusieurs centaines de citoyens des villes et villages du Bénin se sont déjà inscrits. Les premiers ont reçu leur carte d'adhérent et peuvent désormais bénéficier des soins dans les centres de santé retenus. Parfois, à cause d'une petite somme, les populations, malgré qu'elles soient malades, n'arrivent pas à se rendre au centre de santé. Donc, c'est cette barrière que nous voulons casser. Et que toutes les fois, quand quelqu'un tombe malade, qu'il n'ait plus ce souci financier avant de se rendre au centre de santé. Et l'objectif à long terme, c'est de réduire la mortalité et la morbidité due à certaines maladies, afin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Avec le régime d'assurance maladie universelle, tous les adhérents devraient en cas de maladie être pris en charge jusqu'à hauteur de 80%. Nous avons essayé de définir les charges couvertes en faisant mieux que les mutuelles classiques que nous avons. Nous pouvons citer, entre autres, la consultation, les frais de laboratoire, les frais d'hospitalisation, de chirurgie, de radiologie, d'échographie, etc. Je pense que c'est un bon paquet que nous avons et que nous garantissons pour nos adhérents. Les séances de sensibilisation actuellement en cours dans le cadre de l'opérationnalisation du RAMU vont essentiellement vers les couches défavorisées. Dans les grandes villes comme en campagne, beaucoup ont adhéré à l'initiative. On attend que cela soit effectif, que après qu'on ne dise pas dans les centres d'hôpitaux, il n'y a pas de sparadrap, il n'y a pas de compresse, il n'y a pas de ci ou de ça pour les soins adéquats. Que tout soit fait normalement, quoi, que cela soit bien effectif et que lorsqu'on se présente dans un centre de santé, que l'accueil soit chaleureux et que tout se déroule bien. En attendant l'application réelle de l'assurance maladie dans les centres de santé sélectionnés, les populations continuent de s'inscrire. Le dispositif mis en place permettra-t-il de satisfaire les adhérents à la hauteur de leurs attentes et avec la courtoisie qu'il faut? Trop tôt pour le dire.
Toutes les voix s'accordent cependant sur l'opportunité de cette réforme du système sanitaire. Valère Goïto, je me tourne vers vous. Près de 8 mois après sa mise en œuvre, quel bilan pouvez-vous déjà faire de ce programme? Merci. Je voudrais, avant de continuer, vous remercier Africa 24 pour la semaine du Bénin et pour me permettre de fournir quelques éléments sur le RAMU au Bénin. Et Madame le ministre de la Santé devrait être là elle-même, empêcher m'a désigné pour la remplacer. Vous savez, la couverture maladie universelle, c'est un dossier hautement politique et c'est également un dossier social. Vous voyez aux États-Unis comment Obama s'est battu pour doter les États-Unis de la couverture maladie universelle. Le président de la République a lancé l'initiative en décembre 2011 et le président Yahi Boni est fortement préoccupé par sa réussite. Comme c'est une couverture universelle, mais on veut quand même commencer par les couches qui payent le plus lourd tribut aux maladies, les couches vulnérables. C'est pourquoi, de fois entièrement, l'État prendra en charge la souscription de tous les indigents du pays. Donc c'est sur ça que nous sommes. Et fin septembre dernier, il y a plus de 11 000 indigents qui ont déjà adhéré, chacun avec sa carte. La loi qui doit institutionnaliser le RAMU est déjà au niveau du gouvernement qui va transmettre le projet à l'Assemblée dans les jours qui viennent. J'ai dit que c'est aussi un dossier social parce que ça s'intéresse aux couches les plus vulnérables. Nous, les fonctionnaires, comme vous et moi, nous avons déjà une petite couverture sociale. C'est les autres qui n'en ont pas. Et de façon technique, nous les techniciens, nous sommes là pour orienter le politique, pour appuyer le politique et pour opérationnaliser. Nous sommes en pleine opérationnalisation du RAMU et cela passe par la mise à disposition des utilisateurs d'hôpitaux et formations sanitaires capables de les prendre correctement en charge. Justement, oui. Sur le terrain, quel regard portez-vous sur la coopération entre l'ANAM, les centres de santé, les fournisseurs de médicaments par exemple? Nous venons de finir une première phase de formation de tous les prestataires à l'utilisation des outils du RAMU. Quand je parle des prestataires, c'est tant ceux qui travaillent dans les hôpitaux que les dispensateurs de médicaments. Il y a certaines officines avec lesquelles nous devons passer des conventions, officines privées, mais il y a également des mutuelles déjà sur le terrain. Nous sommes en tractation avec ces mutuelles pour qu'elles ne se sentent pas écartées. Parce qu'en l'absence du RAMU, les mutuelles intervenaient déjà avec une petite forme de mutuelle sociale. Donc, sur le terrain, avec les hôpitaux et les formations sanitaires, c'est la formation, c'est la mise à disposition d'équipements. Et vous avez appris, il y a eu un téléthon spécial appelé 120 jours pour équiper les hôpitaux. C'est un téléthon où on a reçu des dons d'équipements, ce n'est pas en forme d'argent, de près de 5 milliards d'équipements. Parce que celui qui souscrit une assurance, une fois qu'il sera à l'hôpital, il faut qu'il ait les soins de qualité attendus. En mars 2013, 19 des 34 zones sanitaires présentaient des conditions favorables au Bénin. Qu'en est-il aujourd'hui? Les objectifs de l'État sont-ils atteints? Oui, progressivement, nous allons couvrir les 34 zones sanitaires. Nous sommes déjà au-delà de 25-26. Il ne reste que quelques zones sanitaires qui vont être bientôt couvertes. J'oubliais les ressources humaines. Il faut des ressources humaines qualifiées. Le 5 octobre dernier, l'État a recruté 1012 agents qualifiés. Ça va des médecins généralistes, des spécialistes, sages-femmes, techniciens de laboratoire et autres. Mais tous ceux-là vont être formés pour se transformer eux-mêmes
ils doivent être convaincus que désormais, ils doivent mieux accueillir, ils doivent mieux servir, ils doivent mieux maîtriser les protocoles de soins pour que les utilisateurs, une fois qu'ils viennent dans les hôpitaux, qu'ils ne se plaignent pas des mêmes dysfonctionnements qu'il y avait. Nadia, que pensez-vous de l'efficacité d'un tel projet? On a entendu par exemple qu'il prévoit une souscription de 1 000 francs par mois chez l'adulte et 1 000 francs par an chez l'enfant de moins de 18 ans. Mais en fait, monsieur faisait le parallèle avec le système américain. Justement, le Congrès américain avait tiqué sur le financement de cette assurance universelle. Et moi, je me posais la même question sur le Bénin. Je me demandais comment l'État réussira à financer une dépense aussi importante, connaissant l'état de l'économie béninoise, sachant qu'il y a une part importante aussi d'informel et que les cotisations ne peuvent être collectées que sur des salaires formels, entre guillemets. Donc comment faire pour couvrir, comment faire pour faire fonctionner la machine sans créer un déficit trop important dans le budget de l'État? En fait, c'était la première observation qui me venait à l'esprit en me disant, bah, tiens, l'idée est très bonne et c'est vrai qu'il faut à un moment généraliser le système de santé et qu'il est nécessaire, même si les indicateurs au Bénin sont plutôt dans la bonne voie, on va dire, il reste quand même le souci du financement à moyen et à long terme. Alors restons sur cette observation. Valère Goïto, le Bénin a-t-il les moyens de ses ambitions? Tout à fait, nous nous y préparons. Nous venons de finir l'élaboration d'une stratégie nationale de financement de la santé. Et c'est compte tenu des difficultés de financement que l'État a voulu d'abord commencer par les plus pauvres et d'orienter l'allocation des ressources désormais. Vous savez que dans nos pays, chacun de nous a un téléphone portable et les GSM, les crédits que nous utilisons, que nous consommons, il faut faire des prélèvements là-dessus. Les péages, les points de péage, l'entrée du tabac, de l'alcool. Bref, l'État va réorienter l'utilisation des prélèvements, des TVA qu'il utilisait à d'autres fins. Naturellement, les priorités sont nombreuses, mais cela a été un choix politique. Et l'État s'organise. On estime à peu près le budget, le surcoût du budget de la mise en place du RAMU? Oui, il nous faut à peu près entre 5 et 10 milliards là. Mais les partenaires qui s'apprêtent à nous appuyer sont également disponibles. C'est pour cela que nous venons d'élaborer ce qui manquait, la stratégie nationale de financement de la santé. Et nous avons au programme, effectivement, de faire une large réunion entre ces partenaires, entre les structures chargées d'animer le RAMU et le gouvernement. Dans les jours à venir, il y aura un séminaire gouvernemental consacré exclusivement à l'opérationnalisation du RAMU. Gracien, vous vouliez intervenir? Oui, d'abord au niveau du financement, 1 000 francs par mois, 12 000 francs par an, par personne, c'est une petite somme par rapport aux dépenses de la santé. Je connais certains en faisant des comparaisons avec certains pays. C'est vraiment légèrement trop peu par rapport aux dépenses réelles. Mais ce programme, c'est un programme ambitieux qui est innovateur en Afrique, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne se faisaient pas soigner, qui vont se faire soigner. Il y aura, c'est comme si on lançait, on doublait 100 fois le nombre de voitures dans les rues. Il y a beaucoup d'embouteillages et il y a très peu il n'y a pas assez de centres de santé, de dispensaires pour les recevoir et des gens qui sont formés pour les soigner. Et je pense que finalement, c'est une très bonne mesure, mais la mesure n'a pas été anticipée au niveau des investissements, au niveau aussi des formations. Parce que selon les statistiques, on voit que le corps médical, 75%,
il y a des statistiques qui ont été produites, le corps médical est assez inquiet par rapport à cette mesure, par rapport à la préparation de leur travail, au niveau de leur travail. Est-ce qu'ils vont travailler plus? Qu'est-ce qui va se passer? C'est toujours le défi qui est lancé au Bénin. Oui, justement, il n'y a pas que seule stratégie. Nous avons anticipé dans le sens d'améliorer la qualité des prestations à travers ce que vous connaissez, le financement basé sur les résultats. Une manière de motiver autrement les prestataires pour que, selon le rendement et la qualité de leurs prestations, ils reçoivent des motivations autres que leur salaire. Quelles sont ces motivations? Et ces motivations sont principalement financières, mais pas en termes seulement de primes pour leur poche, mais en termes de primes aussi pour permettre aux formations sanitaires d'améliorer leur équipement, les petits équipements pour lesquels ils attendaient l'État avant de les remplacer. 50% de ces primes seront consacrées à l'amélioration de leurs conditions de travail, l'acquisition d'équipements nécessaires pour... Ça paraît tellement beau, mais on est conscient de cela. C'est pourquoi on a choisi de commencer d'abord par les formations sanitaires publiques, mais progressivement, on va étendre le financement basé sur les résultats aux formations sanitaires privées. Certaines formations sanitaires privées sont déjà dans le financement basé sur les résultats pour lesquels l'État intervient, mais aussi d'autres partenaires comme la Banque mondiale, le Fonds mondial qui va prendre 19 zones sanitaires. La Banque mondiale en a pris 8, nous en avons 34 et la Belgique en a pris 5. Vous voyez que c'est pratiquement couvert, il reste 2 que Gavi va prendre. Vous avez évoqué les couches les plus défavorisées au Bénin, mais qu'en est-il des autres classes sociales? Quelles offres leur sont proposées? Les autres classes sociales, si on enlève les couches les plus défavorisées, il y a les couches moyennes et les autres qui ont déjà des sources de revenus stables et formelles. Pour ceux-là, la décision sera prise à travers la loi, parce qu'il faut pouvoir définir quel prélèvement on va faire sur le salaire, parce que ceux-là ont déjà une forme de couverture sociale. Ce n'est pas la préoccupation, c'est une préoccupation, d'accord, mais ce n'est pas la préoccupation fondamentale. La préoccupation fondamentale, c'est ceux chez qui les mauvais indicateurs, les indicateurs sont les plus bas. Et les indicateurs les plus bas se trouvent parmi les populations les plus pauvres. Vous voulez faire un financement, lorsque vous dites le résultat, c'est un financement à l'acte, c'est refaire un financement par acte médical. Oui, exactement. Oui, mais alors, à terme, ça pose toujours le même souci, c'est que justement, il y aura une sorte de concurrence, comme ce qui s'est passé en France, entre le privé et le public. C'est que souvent, les médecins du public vont aussi exercer dans le privé pour essayer d'arrondir leur fin de mois, et on se retrouve avec un système où comme le disait Gratien, il y a des goulots d'étranglement dans le public et extrêmement cher dans le privé. Donc, est-ce que, justement, vous avez réfléchi à la manière d'empêcher cette espèce de concurrence déloyale faite par les médecins, même du public? Oui, naturellement, on tirera leçon de ces expériences. Vous voyez, c'est depuis décembre 2011 que le président de la République a lancé l'initiative. Donc, ce sont toutes ces réflexions que nous sommes en train de capitaliser pour ne pas commettre, les mêmes erreurs. Oui. Il y a un problème qui se pose aussi au niveau justement de ce financement. C'est que vous comptez beaucoup sur les aides. On sait bien que les aides peuvent changer d'une année à une autre, selon que le pouvoir est en bonne odeur de sainteté avec les puissances. Et ce qui se passe au Bénin aujourd'hui, il y a les recettes qui provenaient beaucoup plus du transport. Le corridor nord est maintenant très concurrencé par le Togo. Il y a des revenus qui chutent par rapport à ce corridor. Il y a aussi une économie d'une manière générale. Si le Bénin n'arrive pas à développer son économie pour financer justement ce système, être autonome et non pas réorienter
la TVA ou autres taxes qui étaient destinées soit à l'enseignement, soit au transport, soit à autre chose, au système de santé, il risque d'y avoir les années à venir un problème pour le financement, parce que le financement viendra de la plus-value de la croissance béninoise. Oui, vous venez de parler des financements innovants qu'il ne faut pas négliger, mais dans le pays, certains ont trouvé le tarif 1000 francs par mois suffisamment élevé. Mais ce n'est pas élevé parce que, comme vous venez de le dire, pour durer dans le temps, il faut qu'on prenne les dispositions. Actuellement, nous sommes dans la grande campagne de sensibilisation parce que le partage du risque n'est pas encore très bien ancré dans la mentalité du Béninois. C'est pourquoi on a mis en branle tous les canaux, les artistes qui sillonnent le pays. Une fois que le mécanisme sera bien huilé, peut-être qu'il nous sera possible de descendre de 1000 francs à 800 francs ou à 1000 francs. Et en ce moment, les individus pourront contribuer. Merci, et l'État va se désengager progressivement. Le débat touche à sa fin. Voici le rappel des titres évoqués un peu plus tôt dans cette émission. Le M23 capitule. Ce mardi, ces derniers bastions, notamment dans les collines de Chanzu, sont tombés entre les mains de l'armée congolaise. Désormais, les rebelles comptent poursuivre leur mouvement par des moyens purement politiques. Et puis les Tunisiens dans l'attente de la nomination du prochain Premier ministre. La date limite des discussions était fixée au 2 novembre dernier. Faute de consensus, les pourparlers ont été suspendus. Marzia Labidi, vice-présidente de l'ANC, souligne les intérêts du peuple et la tenue des élections générales. L'Africa Newsroom continue après la pause à suivre notre volet économique. A tout de suite.